vous allez m'interviewer à partir de votre téléphone. Vive Ben la oui, mais là, c'est parce technologie! on se fait prendre par surprise. Là. Ah non, on va y aller. Pas de problème. Tu peux y aller, Kim. Est-ce que tu veux qu'on commence comme plus par l'auteur au début? Ouais, ouais. Ok. Bon, ben, allô Bernard! OK, ben, parle-nous de tes perceptions sur l'auteur depuis ta première lecture. Ont-elles changé? Ben oui, dans la mesure où Dennis Kelly, je ne le connaissais pas. Puis j'ai fait exprès pour pas vraiment faire de recherche trop élaborée sur lui, mais je voulais quand même savoir qui c'était. Puis j'ai découvert deux choses qui m'intéressent beaucoup. La première, c'est que le texte ADN a été publié par le National Theatre de Londres. Donc c'est vraiment un équivalent multiplié par 10 du TNM qui a commandité le texte. Puis ça a été publié dans une collection de textes pour adolescents. Ça fait que là, tout à coup, ça explique beaucoup le ton de la pièce. Ça explique beaucoup le fait que les étudiants sont jeunes, que les personnages sont jeunes. Ça explique l'irresponsabilité qui circule dans la pièce, parce que c'est une pièce pour adolescents. La collection pour l'édition, ça s'appelle The Connection. Ça fait au moins 15 ans qu'à chaque année, il y a un gros livre d'auteurs importants, proches de l'Angleterre, qui sont publiés pour des œuvres, pour des jeunes acteurs, pour des publics jeunes. Fait que ça m'a donné déjà un cadre pour comprendre ADN et son contexte. Et l'autre chose, c'est Dennis Kelly, c'est lui qui a adapté en comédie musicale le film ou le roman Mathilda, qui est, vous autres, vous devez l'avoir vu à l'âge que vous avez. Film, ouais. Donc, c'est une petite fille qui répudie ses parents parce qu'ils sont trop stupides et incompétents. Puis elle a des talents magiques. Puis elle va être adoptée par sa professeure parce que c'est une Camille. Oui. Ouais, c'est une espèce de nerdette qui est malade à l'école. Donc, puis moi, je l'ai vu Mathilda à Londres. Je l'ai vu à Londres. Donc, il y a un ton, puis il y a une façon d'aborder la dramaturgie que j'ai compris à travers ça. Tu parlais quand même de comédie. Allô? Aussi, dans le ton, je parle, tu disais que c'est pas aussi urgent et dramatique qu'on peut le croire à la première lecture. Oui, puis si tu veux développer... ça, c'est vraiment... Puis il faut se rappeler que c'est un anglais, donc la tradition, elle est élisabéthaine. Ça veut dire qu'il y a le baroque. Il y a le baroque, c'est-à-dire qu'on fait cohabiter le ridicule et le comique avec le tragique et le sérieux. Ça, Shakespeare faisait ça, tous ses amis faisaient ça. Puis nous, en français, c'est pas dans notre tradition. Nous, en français, à cause de Racine, Corneille, Molière, quand c'est sérieux, quand c'est drôle, c'est drôle. Mais c'est rarement les deux en même temps. Alors que là, nous autres, on chevauche tout le temps. Au moment où on est au maximum du tragique, un peu comme dans Macbeth, quand on vient d'assassiner le roi, mais là, il y a une scène comique où tout le monde perd le contrôle. Et c'est comme ça dans l'ADN? Dans l'ADN, c'est structuré comme ça. Et pour nous, c'est déroutant parce que, vu que ça parle de mort, puis ça parle de responsabilité sociale, on pense qu'il faut que ce soit solennel puis sérieux, mais non, c'est vraiment... On commence à comprendre que c'est vraiment drôle aussi. C'est que c'est de balancer le sérieux puis le comique. Justement, hier, pendant une répétition, tu nous as parlé aussi que c'était un des premiers textes qui te résistait. Oui. Depuis ta jeune... Puis, mais comment ce texte-là est aussi difficile pour toi, qui a beaucoup d'expérience derrière C'est un texte contemporain, c'est un texte moderne, donc il n'est pas écrit selon la psychologie de personnages traditionnels là, du 20e siècle. Ça veut dire que on peut se donner des motivations de pourquoi le personnage agit de telle et telle façon, mais ce n'est pas écrit comme ça. C'est pas écrit de façon psychologique. Chaque personnage est un archétype où chaque personnage est une fonction pour faire avancer l'histoire. Donc, dans le fond, les personnages, c'est différentes facettes du point de vue de l'auteur et ils n'ont pas de vie autonome. Ils n'existent pas, on ne peut pas les imaginer vivants dans la vraie vie. Ils sont utiles pour faire avancer l'histoire d'ADN. Et ça, c'est complètement moderne, ce qui fait que tu ne peux pas donner... il cherche à éviter les tracas. Tu ne peux pas donner... il veut convaincre son ami. On peut un peu jouer là-dedans, mais rapidement, on s'aperçoit que c'est une impasse. Il faut trouver des nouveaux codes pour exprimer qu'est-ce qu'on veut véhiculer dans la pièce, parce que les codes traditionnels réalistes, ils ne fonctionnent pas. C'est pour ça qu'on essaie d'être de plus en plus physique, parce que le corps indique
le corps indique c'est quoi la passion, puis comment tout à coup on est en relation les uns avec les autres. Puis je pense que l'image de Adam, quand il ressuscite, puis qu'il se promène tout à coup dans une situation complètement loufoque, ben c'est pas parce que c'est drôle qu'il n'y a pas de détresse. Au contraire, plus c'est drôle, plus sa détresse est exprimée. Puis c'est pas psychologique. J'ai pas expliqué que Adam, il y avait des troubles. Non. Son comportement physique est tellement étrange que l'étrangeté du personnage est transférée. Mais aussi, puisqu'on parle des personnages, tu nous as aussi dit en classe qu'à chaque époque, à travers les années, il y a toujours des gangs qui se forment. Peu importe l'époque, il y a toujours des gens qui vont se former ensemble, surtout à l'adolescence, parce que, tu sais, il y a le côté un peu, on a besoin d'appartenance, la solitude, on se cherche, l'identité. Puis, est-ce que je me demandais, pourquoi tu as eu envie de monter ce show-là avec cette gang-là, ces personnages-là? Est-ce que tu trouves que c'est encore actuel aujourd'hui? Tu sais, pourquoi tu as décidé de la ramener? Elle a quand même été écrite en 2008, il y a quand même plusieurs années qui ont coulé, donc... Je sais pas. Il y a juste quelque chose dans la responsabilité individuelle. Quelque chose qui remonte à la Deuxième Guerre mondiale, là, de la responsabilité individuelle puis l'appartenance collective. Puis moi, j'ai réfléchi beaucoup à ça. Là. Je suis historien, donc la Deuxième Guerre mondiale, à l'âge que j'ai, c'était important parce que c'était quelque chose qui commençait à être analysé quand j'étais jeune. Puis c'est la conscience que j'aurais pas été du bon bord de l'histoire qui fait que ces histoires-là m'intéressent. C'est-à-dire que si moi j'étais dans la situation d'ADN, je serais pas Lee qui finit par résister puis s'en aller. Je serais un de la gang, je serais probablement Brian qui finit par dire « Ah, OK, je vais y aller faire l'action l'action irréparable. » Je sais fondamentalement que je ne résisterais pas à un mouvement fasciste. Je pourrais être pas d'accord, mais je ne résisterais pas, je ne serais pas assez solide. Donc, les mouvements de gang, ça me fascine parce que ça me fait peur, parce que je sais que c'est incontrôlable, puis je sais que c'est dangereux. C'est très, très fort. Fait que dans ADN, il y a ça. Il y a ça. Quand même, aujourd'hui, on a des gens qui sont en grève, là, justement, pour aller voter. Fait que, OK, je comprends un peu ça. Oui, mais eux autres sont moraux, c'est pas pareil. Oui, eux demandent Mais il y a aussi, je pense, dans le moment, les mouvements fascistes d'extrême droite et d'extrême gauche présentement sont aux plus extrêmes qui ont été depuis 30-40 ans. Fait que ça se répond aussi avec notre réalité. Ouais, même les amis progressistes que j'ai, des fois, ils me font peur. Moi, je veux bien, mais c'est peut-être trop. Puis c'est difficile de dire c'est trop ou non. Surtout quand tu penses que c'est correct. Fait que, eux autres, nos personnages, ils savent que c'est immoral, mais ils continuent quand même à le faire parce qu'ils n'ont pas la force d'arrêter le mouvement. Puis le mouvement étant, parce que ça parle d'un fait divers. C'est un fait divers. Ils jouaient, ils se sont saoulés. Il y en a un qui est un peu outsider de la gang, ils se sont mis à se moquer de lui. Ils l'ont amené au-dessus d'un gouffre, d'un puits. Ils se sont mis à y pitcher des roches, puis il est tombé dans le puits, il est mort. Fait que là, qu'est-ce qu'ils font? Ils inventent quelqu'un qui l'aurait assassiné qui ne serait pas eux autres. Et quand la pièce commence, ça, c'est déjà arrivé? C'est ça qu'ils nous expliquent. Okay. C'est ça qui vient d'arriver. Okay. Et là, pendant qu'ils inventent leur monsieur, ben dans le village où ils vivent, dans la petite ville où ils vivent, il y en a un monsieur qui est comme lui. Puis on trouve des preuves d'ADN que ce serait lui qui aurait assassiné le petit gars. Ouais. Mais le petit gars, il n'est pas mort. Il revient 3 semaines plus tard. Comment ça? Il est tombé, il a survécu, puis il a vécu dans le bois pendant 3 semaines. Puis là, il réapparaît. Et là, il faut décider qu'est-ce qu'on fait avec ça. Parce que le monsieur, il est déjà en procès. Le service funéraire, il a été fait. Lui, il sait très bien qui les a poussés dans le puits. Lui, il sait que les autres sont les seuls à l'avoir vu aussi, l'ont revu dans le bois. Là, je te dirai pas la fin. Je comprends. C'est que c'est tout ce jeu-là de moralité. Oui, c'est cornélien un peu, oui. Puis Kevin, il joue le méchant. Mais si je peux rebondir un peu sur le résumé qu'on a fait, justement, tu sais, c'est quand même des scènes où il y a beaucoup de surprises. Les personnages ne savent souvent pas quoi répondre, quoi dire, ils se referment ou ils vont avoir certaines carapaces. C'est pour ça qu'il y a l'espèce d'humour noir là-dedans. Puis souvent, Bernard, il nous parle de points de rupture dans le texte. Donc, les personnages commencent à parler
et ils ne finissent pas leurs phrases. Fait qu'il y a comme une espèce de rythme qui s'installe, une espèce de chaos qui s'installe. Fait que là, question à Bernard, comment tu transmets ça un peu dans ta mise en scène, avec tes concepteurs d'ailleurs? Bien, l'espace est complètement éclaté. On assume les séquences. On a même ajouté des séquences dans le texte. On a ajouté plus de ruptures que ce qu'il y avait déjà de proposé. Léa est après faire une musique avec son assistante qui aide à bien créer les différentes atmosphères dont on a besoin. Où est-ce qu'on est rendu par rapport, on parle de 3 lieux, là, c'est à travers Léa qu'on va avoir les points de vue sur où est-ce qu'on est rendu, au point où sa musique a transformé la façon dont je conçois une partie de la mise en scène. C'est quelque chose qui se rend compte là-dedans. On ne sait pas si ça va tout marcher, mais on a bon espoir. Tu parlais d'écriture, moi je me disais qu'il y avait, c'était particulier l'écriture de Denis Kelly, qui avait déjà une musicalité, une structure presque musicale là-dedans. Est-ce que dans la traduction de Fanny Britt, a réussi à faire ça, Fanny Britt, oui. Il y a des fois, comme toutes les traductions de l'anglais vers le français est un peu trop verbeux pour ce qu'on a besoin. On a coupé des petits bouts, des fois, on enlève ce mot-là. Les traits spéciaux, ça peut être juste spécial, là, des affaires comme ça. Mais non, elle fait un beau travail, Fanny Britt, ça marche bien. Mais là, je suis dans le rythme d'ADN. Mais c'est parce que, je veux dire, fait que c'est ça. Mais c'est que la pièce est construite comme ça. Et tout à coup, il y a des longs monologues hyper poétiques où tu te dis, qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi c'est là? Et tout à coup, à la fin, il y a une question, genre un personnage qui fait, là, on est dans le trouble, là. Ça fait que tout à coup, on voit que le personnage a voulu fuir une réalité ou il a voulu renommer une réalité. Après ça, il revient à, on a quand même tué Adam. À cause de nous autres, il y a quand même quelqu'un d'accusé. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est toujours cette impasse-là qui revient. C'est très métaphorique aussi dans un sens. Là, dans toute l'histoire, les situations sont aussi entre elles. Puis il y a un texte qui est assez beau où un des personnages joué par Molly explique à Phil c'est quoi la différence entre des singes bonobos, qui sont des singes gentils, puis des singes, qui donc? Des chimpanzés, qui sont des singes chiens sales. Puis ce qu'elle réalise, c'est qu'ils agissent comme des chimpanzés, puis elle aspire à agir comme un bonobo. Et ça a donné, au niveau de la mise en espace, ça a donné lieu à toute une réflexion, parce que au dernier enchaînement, j'ai réalisé que le décor qu'on pensait industriel, dans le fond, ce que c'est le décor, c'est un enclos zoologique où il y a des singes. Ça fait que tout à coup, cette image... Et Denis Kelly, il y a cette force-là, c'est-à-dire que en ayant l'air de ne pas y toucher, il t'impose des images. Ça fait que si tu écoutes bien le texte, tout à coup, moi, en tout cas, je n'ai pas besoin de travailler si fort que ça. Je fais « Ah, OK ». Je comprends au fur et à mesure, plutôt qu'avoir une intention puis de dire « La mise en scène, ça va être ça, tout le monde va être conforme avec ma vision ». On va rentrer dans le texte, puis là, tout à coup, on fait « Ah, regardez, ça veut dire ça ». Puis là, on le bonifie, puis là, on l'améliore, puis là, on le rend plus solide. Puis ça, c'est très le fun comme travail, là. Il y a un grand thème qui est la responsabilité. Mais cette anecdote-là me dit aussi qu'on parle de sensibilité aussi. Oui, parce qu'il y en a une qui va réussir à arrêter de jouer. Ça, c'est intéressant. Puis il y en a une qui se déculpabilise complètement. Puis il y en a il y a des couches, là. On est encore, je pense que c'est 3 ou 4 images possibles pour la fin. Dépendant de sur qui on ferme, ça ne voudra pas dire la même affaire. Puis on ne sait pas encore qu'est-ce que ça veut dire. Le texte permet ça? Oui, le texte amène ça. Puis d'ailleurs, Fanny Britt, dans ses notes, a dit, je pense que ça vient de Denis Kelly, elle dit, vous pouvez changer les noms des personnages, vous pouvez changer les répliques, les donner à des personnages différents. Donc ça, c'est une écriture très moderne où les auteurs maintenant choisissent de ne pas déterminer qui parle. Ils font juste nous donner la lignée des répliques, puis là, ils sont choisis. Là. Ça peut être même non-genré. On a fait des fusions de personnages aussi. Et concrètement, qui sont-ils, ces jeunes? Ils ont quel âge? Ils viennent de quel milieu? On ne sait vraiment pas. On ne sait pas. On le sait un peu, mais on ne sait vraiment pas. Nous, on a choisi milieu du secondaire, fin du secondaire, là, parce que quand ils parlent avec des plus jeunes, ils parlent avec du monde de secondaire.
Il y a peut-être juste Phil qui est un petit peu plus vieux, mais peut-être pas plus que ça. C'est lui qui va aller prendre les décisions. C'est quand il parle, tout le monde l'écoute. C'est comme le référent de la pièce. Le monde se rattache à lui, mais sinon... moi, j'assume petite ville. Je m'en allais dire. Petite ville comme Sainte-Thérèse? Victo, plus petit. Non, mais Sainte-Thérèse? Oui, mais pas Sainte-Thérèse parce que dans un environnement moins urbain. Il faut vraiment imaginer Arthabasca, l'avenir pas loin de Drummondville. Là, quelque chose où tu peux faire, il y a un bureau de poste. Puis tu peux dire, je sors du parc, je marche sur la rue principale, puis j'arrive. Tu te perds pas dans la ville. Jean B. Jean B. Saint-Paul. Il dit beaucoup dans le texte aussi que eux, c'est la gang du bois, c'est la gang qui est reconnue de tous, c'est la gang qui est désirée beaucoup. Puis ce qui est fou avec cette gang-là, c'est qu'on comprend assez bien que c'est pas tout le monde nécessairement qui s'entend dans cette gang-là, puis qui veut être dans cette gang-là, mais vu que c'est la seule c'est ça, exactement. C'est comme le passage obligé. Exactement. Si tu veux te définir puis être quelqu'un, il faut que tu sois dans la gang. Les personnages sont tellement pas définis que il y a des personnages qui ont changé 3 ou 4 fois déjà d'orientation dans comment ils disent les choses. Puis ce que Bernard il ramène tout le temps, c'est ils ont des fonctions, c'est pas des êtres psychologiques. Mais est-ce que ça complique le travail des comédiens? Moi, j'imagine que... Quand même, parce qu'on travaille par couche, comme Bernard dit souvent, donc on trouve quelque chose, on pense que c'est ça, puis là, finalement, non, ils rient de ça aussi, ils sont touchés, mais ils rient. Donc là, on commence à jouer différentes couches, différentes émotions, donc différentes indications, donc ça, c'est plus complexe. Moi, j'ai un personnage en plus qui parle peu, c'est des répliques très brèves, oui, non, peut-être, je sais pas. Donc, c'est difficile il y a beaucoup de travail de sous-texte à trouver pour le personnage parce qu'il faut que tous les points de suspension soient habités. Fait que c'est ça que le gros travail, c'est le travail intérieur. Il faut être vivant tout le temps. Oui. Une des choses que Bernard nous a dit dès le début, mais que c'est... Il y a un premier degré, dans le sens qu'il y a un premier degré de l'urgence, mais pour que ça marche, il ne faut pas aller dans le premier degré, bien souvent. Parce que sinon, ça fait juste... puis on ne suit plus. Ces personnages-là, oui, sont paniqués, mais ils ne sont pas paniqués en premier. C'est-à-dire que, oui, à l'intérieur d'eux, ils paniquent, sauf qu'en réalité, ils jouent la game du « Ah, mais c'est pas grave, là, on est tough. » Puis ça rajoute, puis semaine après semaine, on va plus loin là-dedans, mais il n'y a aucune indication dans le texte de comment ils se sentent. Je pense que... Oui, puis la scène la plus rapide et la plus anarchique, cette semaine, on l'a prise, puis on l'a assise. Ça fait... Et là, on l'a fait lentement, puis au début, tout le monde était comme ça marche pas. Puis tout à coup, on a fait ah, ok, c'est ça la scène. Fait que tu sais, c'est. Moins c'est plus. Ouais, moins c'est plus. En faire moins, c'est d'en avoir plus. Peut-être qu'on peut parler aussi, tu devais faire un atelier, là, si on parle aussi de la démarche. Je sais pas, je me souviens même plus du prénom de Clément, oui, qui est venu nous faire. C'était comme pas une thérapie, mais un peu de visualisation pour comprendre un peu les traumatismes intérieurs. Parce que, je veux dire, tu es quelqu'un, autour de la table, il y a personne qui a vécu ça, puis qui a vécu une nouvelle aussi choquante. Donc, il nous a fait faire de la visualisation pour trouver nos émotions intérieures, mais réussir à se distancer parce que les personnages sont très immoraux. Ça va beaucoup à l'encontre de nos valeurs. Donc, de réussir à jouer ça, mais avec nos émotions, mais en ayant une distance, c'est pas facile non plus. Donc, je pense que, je sais pas si Bernard, tu as vu une différence depuis qu'on a fait cet atelier-là ou dans la compréhension? Oui, parce que moi aussi, j'ai réfléchi. T'sais. C'est juste que ça évolue. Là, on est dans la période où ça évolue rapidement, puis c'est qu'on ne sait pas qui amène quoi. On finit par plus savoir qui contribue à quoi. Là, on est vraiment juste dans la bouillabaisse de théâtre. Là. Puis vous savez, moi, je ne veux pas être le metteur en scène autoritaire qui décide de tout. Ça fait que c'est un des éléments de nourriture. Mais c'est sûr que depuis que Clément est passé, comme par hasard, le spectacle est devenu plus élevé. Hier, on a eu un beau moment où tout le monde, on a fait, puis c'est moi qui ai dit hey, on devrait essayer ça, ça serait le fun. Puis on s'est retrouvés comme ça. Et là, on a compris que... Ça veut dire que c'était une bonne ou une mauvaise consigne? C'était magnifique. Mais tout à coup, on a compris que c'était lourd. C'était violent. Tout à coup, on a compris que les parents qui vont venir voir le show, c'est pas sûr qu'ils vont rester jusqu'à la fin.
tout à coup, on a compris que c'était exigeant, ce spectacle-là, parce que c'est quand même la mort de quelqu'un. C'est quand même... Puis vraiment... Puis le propos est violent? Quasiment pas. C'est des images. Oui, c'est des images. Puis beaucoup, tu sais, c'est vraiment, on dirait, tu pourrais fermer tes yeux, puis tout d'un coup, tu fais le déni de tout ce qui se passe, puis quand tu les ouvres, tu vois que... Tu sais, le personnage, par fragment, le personnage de Molly part la pièce en faisant « Tue-moi donc! » En fait, ça commence avec « Il est mort. » Oui, il est mort. Ça commence avec « Il est mort. Là, il y en a un qui dit « Le prochain qui dit « Il est mort, je pète la gueule. » Tu veux pas c'est ce langage-là? Oui, c'est comme ça. Fait que, puis après ça, elle se pend sur scène. Puis l'autre, il fait rien. Ça fait qu'elle dit « OK, je me pendrai pas de bord. » Ça fait qu'il y a une désinvolture par rapport à la mort. Là, elle amène l'élément sensibilité. Ça veut dire, est-ce que tout le reste des gens sont insensibles? Et si oui, pourquoi? Ils n'ont pas tous participé, en fait, c'est pour ça. Ils n'ont pas tous participé à lancer des roches pour les faire tomber. Ils sont tous solidaires. Lily n'était pas là, mais ils sont solidaires. C'est une gang. Puis j'associerais plus ça, oui, à la sensibilité, mais c'est plus de la rationalité. Comme j'ai l'impression que Lily est un peu le mouvement rationnel de ce qui se passe. Elle réalise que ça se peut pas, que c'est impossible, qu'on est dans marde, qu'on s'en sortira pas. Puis elle voit toutes les autres qui sont un peu, tu sais, qui sont sûrs que le plan fonctionne, que tout va bien aller, que si ça, puis qui font un peu du déni de tout ce qui se passe. Un peu dans justement l'irréel de la situation. Fait je pense que la sensibilité vient de là, mais qu'en même temps, tu sais, elle se voit de plus en plus dans des fragments où est-ce que certains personnages éclatent puis réalisent qu'est-ce qui se passe vraiment puis dans quoi ils se sont mis. Là. Mais elle ne se fait pas accepter comme leader. Elle ne se fera pas accepter. On ne veut pas qu'elle soit là, quasiment. Est-ce que le public va avoir le menton des fois, oui. Ses genoux? Pas tout le long. Non, en fait, c'est bien plus hypocrite que ça. Au début, ils vont penser qu'ils vont avoir du fun. Oui. Puis après 45 minutes, ils n'auront plus de fun. Puis après ça, si on est chanceux, ils vont vouloir nous prendre dans leurs bras. Si on est chanceux. Puis si on n'est pas chanceux, ils vont passer une mauvaise soirée. Je pense pas que ce soit ça, mais... Non, mais c'est parce... En fait, tu vois, moi, je pense que ça se prend et c'est acceptable parce que moi, j'ai pas eu d'enfant. Puis un jour, à Noël, on parlait des enfants avec des amis. Puis moi, je disais, ben au moment où, avec ma blonde, on aurait pu avoir des enfants, on était trop vieux. Puis on s'est dit, c'est pas vrai qu'à 68 ans, je vais sortir mon fils de 16 ans de la prison pour la première fois. C'est une blague. Ouais. Et là, pendant 1h30, tout le monde autour de la table a parlé de la fois où il a sorti sa fille ou son fils de la prison. Ça fait que cette délinquance-là, entre 14 et 17 ans, elle est comme innée dans la société. Ouais. J'ai un ami, son fils a fait à croire qu'il s'était fait voler son auto, puis l'auto avait été scrappée, alors qu'il était trop sous, puis il avait pris le bord du champ, puis il y avait des témoins. L'agent d'assurance a été obligé de se dire, regarde, retire ta demande de remboursement, sinon ton fils va en prison. Tu sais, moi je suis de voyons donc! Mais la pièce, c'est un peu la réalité de ça. C'est voyons donc, de voir que le monde fait ça. À cause que le monde fait ça. À cause. Vous êtes un historien du théâtre. Oui. Est-ce que, de tout temps, les auteurs de théâtre se sont intéressés à l'univers de l'adolescence? Il y a souvent des personnages jeunes qui motivent. Tu sais, je pense que le plus célèbre, c'est Phèdre qui tombe en amour avec Hippolyte, là, qui est le fils de son amant à elle. Souvent, le personnage jeune paye cher là, sa jeunesse par rapport à l'institution. Là, c'est souvent ça. Parce que ça, nous, on ne parle pas beaucoup de l'institution, mais il y a aussi ça. C'est-à-dire que l'école est présente, mais ils ne parlent jamais de l'école. Ça, c'est assez intéressant. C'est vraiment moi, mon ancrage de tout ça, le personnel, c'est à peu près à cet âge-là. Il y a eu une grosse grève de la construction pendant que je vivais à Québec. Puis, on a volé des matériaux, puis on s'est construit un shack dans le bois. Ben, je veux dire, là, on a volé du carrelage pour se faire un plancher. On a volé des poutres de soutènement, là, des 10 par 20 pieds de large. On transportait ça. Moi, j'ai passé pas, je suis tombé sans connaissance dans le fond d'un fossé parce que c'était sur mon bulbe rachidien, puis j'étais là, stupide. Puis on avait un système de sécurité contre les voleurs. Si tu tirais pour descendre la corde échelle pour monter,
ben, il y avait des briques qui tombaient sur la tête si tu ne te passais pas. Complètement stupide. Mais je vais te le prendre. Ah non. Il y a sûrement prescription, ça. C'est ça. C'était avant le moment je m'occupe des voleurs. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, je le sais qu'on peut être stupide quand on est jeune. Fait ça m'intéresse. Le pourquoi du comment de ça, le fun. L'insouciance de la jeunesse. La conscience. T'es pas conscient de tes Tu sais, moi j'arrive à une période où j'étais un peu dans une période de bilan. Là, si je prends ma retraite l'an prochain, ça fait que c'est comme... OK, moi j'ai toujours été avec des jeunes toute ma vie. C'est quoi mon bilan des jeunes? C'est une gang d'immoraux qui savent pas. Oui, la dernière pièce qui monte, tu sais. C'est avec des dépravés. Ah oui, donc. C'est Léa. Oui, c'est moi, Léa. La conceptrice sonore. Puis elle vient de Victoriaville. Oui, on a compris le référent. Attends, donne-moi juste une seconde. Je vais repartir à un autre enregistrement. Là, on entre dans le volet conception, c'est ça? Wow. Peut-être juste une petite parenthèse à la Pourquoi c'est Léa? Léa Bussière, oui. Oui. Je suis en conception sonore, puis je voulais faire plutôt sur l'insouciance liée à l'enfance puis à l'adolescence, parce que c'est vraiment sur ça que j'ai basé ma recherche à la base. Ce qui m'a attiré à la base dans l'ADN, c'est vraiment ça. C'est cette espèce d'agressivité insouciante-là qu'on a à l'enfance, puis que la société nous apprend un jour à nous poser des limites sur l'acceptable et l'inacceptable, mais on a tous un passage dans nos vies où on testait, on poussait ces limites-là pour essayer d'aller toujours plus loin, le groupe nous poussant aussi à faire ça. Je pense juste, on a tous déjà, ou presque tous, fait des actions comme arracher les pattes d'une araignée, enlever les ailes d'une mouche, brûler à la loupe des fourmis. On pousse loin ces actions-là qui sont immorales, qui sont cruelles à la base de l'enfance. Puis c'est de ça, moi, c'est ça qui m'a vraiment poigné dans ces textes-là. Puis après avoir eu un seul enchaînement de la mise en scène de Bernard, j'ai trouvé ça hilarant. Puis j'ai dit, OK, moi, mon rôle là-dedans, c'est de ramener ça au glauque, puis de ramener ça à cette partie-là. Je me suis inspirée beaucoup des atmosphères de Stephen King, de Patrick Sénécal, pour aller dans vraiment du glauque, de l'horreur un peu, sans toutefois pousser dans le gros horreur faux, là, parce qu'on n'est pas là-dedans du tout. Tu dirais avec comme des punchs là, que nous font sur plus sans ces punchs-là, il y a toujours une espèce d'ambiance en arrière qui te fait réaliser à un moment donné que tu te sens pas bien. Tu entends des choses qui te font sentir tout croche, sans que ce soit dans ton visage, dans tes oreilles, d'un coup. C'est vraiment de se tenir dans cette limite-là entre le gros saut et le rien du tout. Est-ce que la musique vient souvent appuyer? Souvent, j'appuie les personnages ou les situations. C'est justement pour leur donner un sens, donner un sens à ce qu'ils disent, pour amener beaucoup le public au texte, puis qui se rappelle aussi que lui aussi est sûrement déjà allé trop loin, ou aurait pu se rendre trop loin. T'sais, en voyant cette histoire-là, je veux que le public se voit dans ces jeunes-là, fait comme j'aurais pu me retrouver le 20 septembre de telle année dans cette situation-là parce que j'étais dans ce groupe-là qui lançait des rushs à un autre kid. Fait que c'est vraiment là-dedans que je m'amuse. Faire sentir le public pas bien. Les extraits sonores viennent de... je me suis inspirée beaucoup de pièces pianotées. Avec mon assistante, on les a rejouées à notre manière un petit peu, les a adaptées. Puis on va les relancer un peu partout, ajouter des sons à ces rythmes-là. Puis on a accroché sur 2 rythmes en particulier, puis on a réalisé que c'était les mêmes notes. Donc inconsciemment, c'est dans ces notes-là qu'on joue, puis qu'on va essayer d'utiliser. Dans l'atmosphère, c'est drôle, parce que je n'avais pas pensé, mais pour nous, qui avons un certain âge, ça a l'effet un peu, tu sais, Mike Oldfield dans L'Exorcisme, là. Tu sais, quand sa musique commence à tourner, ça a un peu ça, là. Ça a un peu ça. Je suis allée dans la jeunesse beaucoup aussi. Tu sais, le film d'horreur, c'est quelque chose de très jeune, de très adolescent. C'est quelque chose que les jeunes aiment écouter. C'est pour ça que j'ai amené un peu de divertissement aussi dans la trame. Surtout au début, puis plus ça avance, plus ça devient terre à terre de l'autre. C'est ça, c'est là-dedans qu'on va. Normalement, le texte demande d'être sur une rue, dans un champ, puis dans le bois. Nous, ce qu'on a choisi, c'est que les jeunes se sont trouvés un lieu désaffecté qui vont squatter. Donc, il y a
il y a un caniveau qui limite la scène et il y a 6 colonnes avec des poutres qui donnent c'est rouillé, c'est un état de délabrement. Là, on est rendu à peu près dans la 3e partie où il y a un gros désordre. Mais au début de la pièce, tout ça c'est vide, il y a juste la rondelle qui est là et ça s'accumule tranquillement. Puis éventuellement, quand Adam ressuscite, on ouvre les toiles de fond. Puis là il n'est pas là, mais il y a un immense désordre qui représente un peu le chaos de Adam. Là, notre désordre il est un peu straight. Là. Il y a un immense désordre. Sur les photos, on va le voir. Et éventuellement, on repousse tout et on finit dans un espace complètement épuré, complètement vide. Donc, on part de quelque chose de relativement neutre qui se complexifie, qui devient vraiment ingérable et qui se réapaise. C'est ça la proposition. Puis la musique sert à nous rappeler qu'il y a 3 sections. Puis en même temps, moi, dans l'utilisation d'espace, parfois je mets les gens dans le caniveau, je les mets en retrait de la scène, je les mets sur scène, je les mets sur la mezzanine en haut. Donc, il y a quand même différentes géographies de comment ça peut marcher. C'est un espace qui réagit très bien au travail de l'acteur. Puis la chaîne qui pend, évidemment, éventuellement, on va accrocher un pneu dessus. On va pouvoir swinguer avec ça. Puis faire d'autres petites variations avec une chaîne et des êtres humains, mais là, on n'en parlera pas. Puis c'est ça, les structures, ça c'est assez magnifique. Les poutres sont fabriquées en bois et les patines de rouille sont faites par les étudiants. Les croisillons sont faits par les étudiants et c'est praticable. On peut grimper dedans pour aller juste... Donc, l'illusion d'être dans une structure en acier, elle est parfaite, mais c'est tout en bois. Puis ça, c'est toujours, au niveau des gens en gestion technique et en conception, c'est juste ce qui me fascine, là, de voir la patine. Fait-tu capable d'aller juste chercher le petit bout, là? Ouais, juste le petit démonstrateur. Parce qu'ils en ont fait une petite partie. Puis ça va être le plancher, il est imitation béton avec de la pelouse qui pousse dans les craques du béton. Ouais. Puis ça, ils vont faire ça. Fait que ça, moi, il me fascine toujours. Là. C'est ça que c'est bien des cossins. On a peut-être aussi ça, c'est... Ah oui, ça, c'est le désordre. Le désordre en arrière. Ça, c'est le désordre dans le fond. On a les poutres ici. Fait que tu vois, celui qui réapparaît, plutôt que réapparaître dans le bois, il réapparaît dans le chaos des choses qui sont accumulées. Puis il peut se cacher derrière les barils, il peut se protéger dans le panier, il peut se protéger derrière les plaques, il se promène là-dedans. Fait qu'on n'a pas besoin d'avoir une forêt pour créer la forêt, pour créer l'image de la survie de la forêt. Ça, j'aime beaucoup ça, ces transpositions-là. Ça m'intéresse beaucoup. Peut-être si vous voulez bouger un peu, on pourrait juste vous montrer les costumes un peu.